Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Manga Analyse, chronique non pas de critique et de présentation de manga comme d'habitude, mais, comme son nom l'indique, d'analyse et de réflexion autour d'un ou plusieurs mangas. Avant toute chose, cette vidéo spoil le manga One Piece jusqu'à l'arc Dressrosa, arc compris. En effet, nous allons analyser l'œuvre en le ponctuant d'exemples. Si vous regardez cette vidéo plusieurs mois après sa diffusion, il se peut que certaines interrogations soulevées dans la vidéo aient trouvé une réponse. Comme nous le savons tous, One Piece est une œuvre riche dont l'histoire est construite d'une main de maître par Oda. L'un de ses points intéressants à développer est sa temporalité. Normal vu le titre. Toutefois, avant de le faire, quelques précisions. On représente généralement l'écoulement du temps par une ligne du temps qu'on divise en trois parties. Comme vous le savez tous, le passé, le présent et le futur. En pratique, elle évolue continuellement. Ce qui est présent à un moment donné devient ensuite le passé, et ce qui était le futur devient alors le présent. Et je sens que je suis en train de vous perdre. Retenez que cette avancée dans la ligne du temps affecte alors les personnes et les environnements. Elles finissent logiquement par mourir, soit par vieillissement, soit par une autre raison, maladie, accident, etc. En gros, la mort est obligatoirement liée au temps. Et retenez bien ça car ça va être très important durant toute la vidéo. Dès lors, si ces personnes-là ne vieillissent pas et ne décèdent pas, cela signifie que la ligne de temps s'est de facto arrêtée parce que le futur, synonyme de leur vieillissement, ne se produit pas. On se trouve alors dans un éternel présent, terme purement littéraire pour le coup, oubliez toute logique scientifique. Mais il reviendra souvent ce fameux terme. Pourtant, beaucoup d'œuvres contiennent des êtres immortels et le temps avance bel et bien. En effet, vu qu'ils ne vieillissent pas et ne meurent pas, on pourrait penser que la ligne du temps devrait donc s'arrêter. Ce qui n'est pas le cas, et ce pour une raison simple. Ce n'est pas l'arrêt du temps qui leur permet d'être éternels, mais leur corps qui résiste au temps. Ils vieillissent donc bel et bien chaque année, ils sont une année plus vieux, mais cela n'affecte pas leur corps. Highlander est un bon exemple. Maintenant que cette petite explication est faite, je vais analyser la temporalité dans la première partie du manga One Piece, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Ace et Barbe Blanche et de l'ellipse de 2 ans où le manga se caractérise justement parce que l'on pourrait appeler un éternel présent. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de repère temporel marqué contenant une date précise. L'équipage du chapeau de paille ne prend pas une ride durant ses aventures, ils ne vieillissent pas et nous ne savons pas quel jour ni quelle année on est. La grande horloge du temps est tout bonnement en mode pause. Bien sûr, il y a quand même quelques informations temporelles par-ci par-là, comme quelques jours, on peut souvent voir le soleil se coucher, se lever, etc. Donc on peut aussi comptabiliser un certain nombre de jours. Par conséquent, cela signifie que l'horloge des heures avance. Ainsi, en additionnant tous les jours trouvés, on peut obtenir la durée approximative d'un an, ce qui correspond à une unité. Ce court laps de temps pour une si longue histoire est à mon sens la preuve que la ligne du temps est à l'arrêt. Vous pouvez trouver l'un de ces calculs sur le site de la Volonté du Dé, un article très intéressant, le lien est dans la description. Le passé étant lui très détaillé, on peut via notamment le livre du Mont Blanc en Irlande et l'âge des protagonistes faire des déductions sur le temps qui passe. Là aussi on obtient la durée ridicule d'un an. Vous pouvez trouver justement une chronologie complète sur forum.manga-fr, là aussi un lien est présent dans la description de la vidéo. De plus, il n'y a pas de décès au sein des personnages importants, comme si le temps et la faucheuse n'avaient pas d'emprise sur eux. Ils sont dans une sorte de bulle temporelle où la ligne du temps est à l'arrêt dans le mode présent. En effet, seuls les protagonistes anodins ou négligeables meurent. C'est le cas des soldats de la marine ou des pirates n'ayant pas un grade dans leur équipage respectif. Aussi, pour eux, la ligne du temps avance bel et bien. C'est ainsi que la vie de Luffy et sa bande se résumerait à aller d'aventure en aventure sans qu'il n'y ait à se soucier des affres du temps. On se retrouve alors en quelque sorte dans un conte raconté par Oda dont l'histoire pourrait commencer par « Il était une fois Luffy, le garçon qui voulait devenir le roi des pirates ». Dès lors, on peut comparer cette situation à celle rêvée par Peter Pan. Après tout, il refuse de grandir, ne veut pas devenir adulte, symbole de vieillissement. C'est pour cette raison qu'il déteste les pirates et particulièrement le capitaine Crochet. C'est aussi pour cela que les enfants perdus grandissent et il les élimine car on n'a, selon lui, pas le droit de grandir. Cet éternel présent se retrouve également dans beaucoup de cartoons américains. Les épisodes se suivent sans qu'il n'y ait de repères temporels marqués ou de mort. C'est le cas par exemple de Kim Possible, My Little Pony, Scooby-Doo, les Super Nanas, etc. Cependant, la mort est présente dans la première partie de One Piece par le biais du passé, et elle affecte une large partie de l'équipage du chapeau de paille. Seuls Luffy et Sanji n'ont pas eu de décès dans leur entourage, vu que Sabo est toujours vivant. On peut aussi enlever Brook, car bien que mort, il a été ressuscité. Néanmoins, ces trois-là, comme les autres, ont vu la mort de près. Luffy est d'ailleurs jusqu'à l'arc Dressrosa persuadé de la mort de Sabo. Ainsi, tous les membres de l'équipage sont conscients que la mort les guette et peut les atteindre, alors même qu'ils vivent sans s'en rendre compte dans un éternel présent, les rendant aussi en quelque sorte immortels. Mais cela, seul le lecteur le sait.
Cet éternel présent est aussi provoqué par l'aptitude de Luffy. C'est une personne insouciante qui n'a pas peur de la mort comme si elle n'existait pas. C'est surtout une personne qui ne se soucie pas du passé. Seul le présent compte. C'est flagrant quand il décide d'accueillir Robin, alors que la majorité de l'équipage ne partage pas son opinion. Il le fait car Robin a été lieutenant de Crocodile dans le passé, or, vu que cela ne compte pas pour Luffy, ce n'est donc pas une raison valable pour ne pas l'apprendre. C'est bien beau tout ça, mais j'aimerais bien savoir pourquoi Oda a instauré cet éternel présent ainsi que l'absence de mort qui va avec et dans quel but. Alors, avant de répondre à ta question, revenons sur une polémique récurrente. L'absence de mort est-il un défaut, voire carrément du fan service? En effet, un auteur, ou son éditeur, d'ailleurs c'est plutôt lui en général, peut ne pas souhaiter éliminer un personnage parce que cela pourrait nuire à la popularité du manga. Toutefois, on pourrait faire le cheminement inverse. Éliminer un personnage peut également augmenter l'intérêt des lecteurs et doper les ventes. Il n'y a qu'à voir le succès de Game of Thrones ou l'attaque des titans pour s'en persuader. Par conséquent, l'absence de mort dans un manga ne peut en soi être un défaut si elle fait partie intégrante de l'œuvre. C'est le cas pour One Piece, comme je vais l'expliquer dans le reste de la vidéo. D'une certaine façon, cela concerne aussi Fairy Tail. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, je vais pouvoir répondre à tes interrogations. Tout d'abord, cette absence de mort offre également à Oda un large éventail de personnages à exploiter, ce qu'il fait d'ailleurs très bien, et nombreux sont ceux qu'on retrouve dans des arcs postérieurs tels que Alvida, Baggy, Crocodile, etc. Ensuite, cela peut aussi être dû aux raisons des combats. Le plus souvent, il s'agit d'un affrontement pour des idéaux. Par exemple, Luffy ne veut pas qu'Alabasta tombe aux mains de Crocodile. Une fois le plan avorté, il n'a aucune raison de l'éliminer. C'est pareil face à la marine, lors de l'arc Enies Lobby, le but de Luffy étant de sauver Robin. Pour cela, il pouvait très bien mettre hors combat ses adversaires sans forcément leur enlever la vie. De plus, c'est un élément principal de l'ambiance de One Piece qui pourrait se résumer en quelques mots: liberté, insouciance, rêve et voyage. La mort rendrait ce manga beaucoup plus sérieux, l'ambiance changerait aussi radicalement. C'est aussi ce qui fait le succès du manga, les lecteurs aiment suivre cet équipage insouciant à travers les océans et s'y attachent. À partir de là, on pourrait alors affirmer que One Piece fausse totalement la représentation de ce que l'on pourrait avoir de la vie des pirates, la réalité étant évidemment bien différente. Toutefois, cela ne me semble pas pertinent de relever ça, car One Piece, comme d'autres œuvres, n'a pas pour objectif d'être un documentaire. Pour finir, chaque membre de l'équipage a un rêve qui nécessite de traverser les océans. Luffy veut devenir le roi des pirates, Sanji veut découvrir All Blue, Zoro veut devenir le meilleur sabre au monde, etc., etc. Bien sûr, certains rêves peuvent quand même s'exaucer avec la mort de l'intéressé, comme Usopp, qui pourrait mourir en devenant un grand combattant, cela en diminuerait néanmoins leur valeur. En donnant la mort à un membre de leur équipage, celui-ci ne pourrait pas réaliser son rêve ou que partiellement. Alors oui, on pourrait facilement faire des personnages avec des rêves différents, mais cela réduirait grandement leur développement et leur intérêt. Oui, enfin, cet éternel présent est rompu brusquement avec la mort d'Ace et de Barbe Blanche. Pourquoi Oda a-t-il décidé d'interrompre cette situation narrative? Alors pour cela, on peut émettre plusieurs hypothèses. Premièrement, pour garder l'intérêt du lecteur. One Piece est un long manga et nombreux sont ceux à le trouver très linéaire dans sa construction. Luffy et ses compagnons arrivent sur une île, battent le méchant, recrutent éventuellement un membre de l'équipage et repartent. Cela peut en effet paraître long et lassant. En fait, la mort d'Ace pourrait être du pur fanservice, ceci dans le but de rajouter de la tension et garder intact l'intérêt du lecteur. Toutefois, cela me semble peu plausible car c'est trop bien écrit et inséré dans l'histoire pour être que du fanservice. Et même si c'était le cas, cela n'enlèverait rien à la qualité de l'œuvre. Ensuite, pour permettre une transition entre la première partie de Grand Line, dit le paradis, et le nouveau monde, où règnent les 4 empereurs, en effet, Luffy et sa bande y vont après l'ellipse. La mort d'Ace serait ainsi une manière de dire que maintenant, les choses sérieuses commencent. C'est donc un brusque retour à la réalité en quelque sorte. Troisièmement, cela permettrait d'indiquer au lecteur le début d'une nouvelle ère. Barbe Blanche représenterait la vieille génération, celle de Goldie Ranger. En mourant, cela montre bien à tous les pirates que l'ordre est totalement bouleversé, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles batailles pour prendre sa place. Première étape évidemment pour devenir le roi des pirates. Enfin, quatrièmement, cela poussait Luffy à s'entraîner et donc introduire l'ellipse de 2 ans pour pouvoir affronter les empereurs. Il fallait que l'équipe devienne plus forte, et pour que cela soit crédible, il devait pouvoir s'entraîner. Qu'est-ce qu'il pourrait pousser Luffy à mettre en stand-by son voyage afin de s'entraîner hormis une défaite? Néanmoins, cet argument ne peut pas se justifier à lui tout seul. La cuisante défaite contre Kuma pourrait suffire amplement à pousser Luffy et son équipage à s'entraîner. L'éternel présent n'est pas seulement rompu par la mort d'Ace et de Barbe Blanche, elle est complètement rompue par l'ellipse. En effet, pour une fois, on a une modification du temps qui est présente et indiquée. Cela montre bien la volonté d'Oda de couper cette narration. Bah, ce retour de la mort n'a-t-il pas suffi à Oda?
Pourquoi a-t-il voulu faire en plus une modification du temps? Ceci peut avoir plusieurs raisons. Tout d'abord, pour permettre à l'équipage de Luffy de devenir plus fort. Comme dit auparavant, ils doivent s'entraîner et pour cela il leur faut, eh bien, quoi? Tout simplement du temps. Mais là encore, la raison de s'entraîner n'est pas suffisante pour ce retour à la temporalité. En effet, ils peuvent très bien s'entraîner et devenir plus forts dans un éternel présent, du moment qu'ils ne vieillissent pas. Ainsi, durant toute la première partie, Luffy fera des progrès sans que cela n'affecte l'éternel présent en vigueur. De plus, l'ellipse pourrait, encore une fois, avoir été faite pour séparer la première partie de Grand Line, dit le paradis, et le nouveau monde. Du coup, pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose entre East Blue et Red Line, qui était présenté comme un lieu d'une dangerosité sans précédent? Ben là tu me poses une colle, peut-être préférait-il troller tout le monde en utilisant une baleine comme premier adversaire des Mugiwara? Pour conclure, les raisons qui ont poussé Oda à rompre sa narrativité ne doivent pas être prises séparément, une à une, mais toutes ensemble. Que ce soit pour raviver l'intérêt des lecteurs, pour donner une raison valable à Luffy de s'entraîner, de faire une séparation entre le paradis et le nouveau monde, ou encore introduire une nouvelle ère. Mais j'ai encore une question, j'ai l'impression qu'après l'ellipse on se retrouve à nouveau dans un éternel présent. Est-ce bien le cas? Et si c'est le cas, est-ce que ça va encore continuer? Alors là, plusieurs raisons peuvent en effet pousser à penser que l'on est à nouveau dans un éternel présent. Premièrement parce que l'arc Marineford, qui précède l'ellipse, possède plusieurs particularités qu'on ne trouve ni dans la première partie, ni dans la deuxième. En effet, sa narration pourrait s'apparenter à un flashback si on s'appuie sur ceux que l'on trouve généralement dans les Neketsu comme Naruto. Tout d'abord, nous avons un héros qui est tout seul, car Luffy n'est pas accompagné de son équipage. Il doit alors sauver son frère, Ace, qui finalement meurt sous ses yeux à la fin. Ainsi, le seul moment où la mort est présente, on a également un changement des protagonistes. Oui, mais comme l'explique si bien Wikipédia, un flashback introduit une action qui s'est déroulée chronologiquement avant l'action en cours. Or, l'arc Marineford ne remplit pas cette condition. Oui, du moins au premier abord, parce que là intervient l'ellipse. Elle renvoie immédiatement cet arc dans un passé éloigné. Plus de 2 ans quand même. D'ailleurs, la mort d'Ace et de Barbe Blanche a montré un brusque changement dans le ton du manga. Néanmoins, celui-ci n'a pour l'instant pas perduré, l'arc Doflamingo n'étant en soi pas plus sérieux que l'arc Alabasta. La mort n'y était pas plus présente. Toutefois, si on s'intéresse à l'arc Punk Hazard, il y a bien une mort qui semble troubler cet éternel présent, Mon. Officier de l'équipage de Don Quichotte Doflamingo, elle n'est donc pas anodine comme l'ont été les morts dans la première partie du manga. De plus, les circonstances de sa mort rendent peu probable son retour contrairement à Bellamy. Son cœur a été littéralement transpercé. Toutefois, rien n'est moins sûr, Oda pourrait très bien, comme Bellamy, la faire revivre. Après tout, il semblerait que ce soit une harpie et on ne connaît pas grand chose à leur sujet, donc Oda pourrait très bien la faire réintégrer plus tard, on ne sait pas. A partir de là, 2 réponses sont possibles. Soit Mon est bien morte, et ce qui signifie que l'éternel présent a définitivement disparu, annonçant peut-être d'autres décès de personnages importants, soit la mort de Mon n'était en réalité qu'un leurre. Elle est encore vivante, ou alors Oda la considérait comme une personne négligeable, et sa mort vaut autant que celle des marines. La deuxième partie de One Piece serait alors à nouveau plongée dans un éternel présent. Dès lors, va-t-on à nouveau aller d'aventure en aventure jusqu'à une nouvelle coupure nette, c'est-à-dire une mort impressionnante, comme celle d'un empereur qui serait détrôné? Combien y aura-t-il de coupures jusqu'à la fin du manga? Ça, c'est une question qu'on pourrait se donner. Y aura-t-il encore une coupure? Peut-être que ce nouvel éternel présent durera jusqu'à ce que Luffy devienne le roi des pirates, ça c'est possible aussi. Et donc ça va signer la fin du manga. Ce sont plusieurs questions et des interrogations qui font que le manga garde malgré tout un certain intérêt, et qui personnellement m'enthousiasme, ce qui fait que je suis toujours ce fameux manga. Voilà, j'espère que ce premier épisode de cette nouvelle chronique vous plaira, c'est effectivement un peu perché, mais justement le but c'est d'essayer de décortiquer de façon un peu plus approfondie des œuvres et des mangas. Si vous avez des questions ou tout simplement vous voulez émettre votre propre théorie, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, à la faire partager, à mettre des petits j'aime ou j'aime pas parce que j'ai trouvé votre argumentaire tout à fait pourri, ce que je peux comprendre si c'est argumenté. Je tenais juste à rendre à César ce qui appartient à César. Pour faire cette vidéo, nous avons beaucoup utilisé des articles du site de la Volonté du Dé, donc merci à eux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, ce que vous voulez.